pharmaceutique. Depuis que j'ai arrêté de travailler, je milite dans différentes associations ou collectifs, notamment Notre Santé en Danger, et un autre collectif qui s'appelle les Médicaments mondiaux du Nord. Voilà. Oui. Ah oui. Bah, écoute, notre fédération fait aussi partie de PHM. Oui, PHM, absolument. Notre santé en danger aussi. Donc ils sont venus à Thessalonique. Bon. Voilà. Ok. Bon. Il y a pire. Donc on passe la parole à Nicolas Da Silva. En avant. C'est bon, c'est parti. Donc merci encore une fois pour cette invitation et de faire l'honneur d'introduire la discussion. Alors il se trouve qu'en préparant la séance avec Franck, j'ai écrit un texte très très long avec plein de choses et en fait je ne vais pas du tout faire ça, je vais faire beaucoup plus court pour que ce soit beaucoup plus sympa et dans la discussion et qu'on rentre plus rapidement en discussion. Ce que je voudrais amener comme idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on explique qu'on arrive aujourd'hui à un déploiement aussi dynamique du capital dans la santé. Et donc c'est-à-dire des formes capitalistes de production dans la santé, avec en particulier celle qui est à la mode en ce moment, dont on parle énormément, parce qu'évidemment elle se développe énormément, c'est la financiarisation. Et donc l'enjeu de ma démarche, c'est de inscrire le moment actuel dans un temps long, dans lequel on ne comprend pas les développements économiques si on n'a pas en tête aussi les développements politiques, au sens où on ne peut comprendre le développement du système de santé d'un point de vue économique que si on comprend comment il s'est transformé d'un point de vue politique. Autrement dit, qui contrôle le système de santé peut décider de ce qui vaut dans la santé. Et tout l'enjeu de la discussion sur le cas français, c'est de montrer que en fait, le pouvoir politique sur le système de santé en France a changé dans le temps. Et en fonction de la nature du pouvoir sur le système de santé, alors on peut réussir à imposer ou à faciliter le développement de certains modes de production plutôt que d'autres. Les modes de production plutôt publics. Le son. On me demande. De production plutôt publique ou plutôt privée, et en particulier privée à but lucratif. Avec cette idée que finalement, lorsqu'on est dans une situation où le système de santé est contrôlé de façon populaire, eh bien, les formes publiques ont tendance à plus facilement se développer et inversement. Et donc lier l'enjeu politique et l'enjeu économique. Et en fait, et pour ça, une étape importante, c'est peut-être une première partie de la présentation, c'est de dire que en fait, le système de santé en France et le système de protection sociale en général, il est très complexe parce qu'il est le fruit de pouvoirs contradictoires. C'est-à-dire qu'en France, quand on regarde ce que c'est que le système de santé, souvent on se dit mais en fait c'est incompréhensible. Et c'est vrai que c'est incompréhensible, et pas que pour les étrangers, c'est incompréhensible pour tout le monde. Et pourquoi c'est incompréhensible? Parce que l'histoire du système de protection sociale en France, c'est l'histoire de groupes différents qui ont des intérêts différents à faire valoir, qui veulent construire le système de santé. Et en réalité, il va y avoir une opposition entre différentes façons d'organiser ce système de santé de façon plus ou moins démocratique. Et ça se comprend particulièrement en comprenant ce que c'est que la sécurité sociale. En France, la sécurité sociale, donc c'est l'institution qui finance les soins de santé, bien sûr, maladies professionnelles, accidents du travail, mais aussi la branche maladie, la branche famille, les retraites, qui financent donc toutes ces prestations sociales. Ce qu'on appelle la sécurité sociale, souvent, on le réduit simplement à un mode de financement. Donc la sécurité sociale, c'est ce qui finance. Alors qu'en réalité, c'est une institution d'abord qui est politique historiquement. Et c'est une institution politique qui se construit contre d'autres institutions politiques qui s'occupaient du soin auparavant. Et en fait, la grande révolution de 1945, en France, c'est pas la création de caisses de sécurité sociale. Parce que des caisses de sécurité sociale en France, il y en a avant. Là, ce qui change, c'est le pouvoir sur ces caisses. C'est-à-dire qui décide de comment on utilise les cotisations qui sont mises dans ces caisses. Parce que au début du XXe siècle, même dès la toute fin du XIXe siècle, il y a plein de caisses qui sont créées. Les caisses d'accidents du travail en 1898,
des caisses d'assurance maladie vieillesse en 1828-1930, les caisses d'allocation familiale en 1932. Donc des caisses, il y en a plein. Donc la sécurité sociale, en 1945, c'est pas la création des caisses, il y en a déjà avant. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est le pouvoir démocratique, c'est le contrôle populaire. Et d'ailleurs, le mouvement social en France, la classe ouvrière en France, la CGT en particulier, elle est très hostile aux lois d'assurance sociale avant 1945. Et pourquoi elle est hostile? Pourquoi elle dit, par exemple, sur la loi des retraites ouvrières et paysannes en 1910, que c'est la retraite pour les morts? Pourquoi elle se bat contre ça? Parce qu'en fait, c'est pas elle qui dirige. Et donc, la façon dont sont gérés les sous, lui conviennent pas. Et donc, il y avait un enjeu politique à diriger ces institutions pour pouvoir les orienter. Et en 1945, ce qui change, qui est absolument fondamental, c'est le pouvoir sur les institutions. Alors qu'auparavant, on avait différentes formes de paternalisme social qui dirigeaient les patrons, les mutualistes, le clergé, les assureurs privés à but lucratif, dirigeaient les différentes caisses sur les différents risques sociaux. À partir de 1945, il y a la volonté de rassembler ces caisses et de confier le pouvoir de gestion aux travailleurs eux-mêmes à travers leur représentation dans les conseils d'administration. En ce moment, on parle beaucoup de démocratiser l'entreprise et on prend par exemple l'exemple allemand avec la codétermination. Nous, en fait, on avait mieux et plus démocratique que ça. On avait la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, c'était 75% des sièges aux ouvriers. Et donc c'est ça le grand changement. Et alors ce grand changement, c'est pas juste cosmétique. C'est pas simplement le pouvoir change de main. C'est parce que le pouvoir change de main, on peut décider de financer d'autres choses. Et notamment, ce que vont faire les ouvriers à la sécurité sociale, c'est face au refus des médecins libéraux de négocier sur les prix, ils vont financer des centres de santé. Ils vont chercher à limiter le non-recours aux droits, parce que c'est eux qui gèrent les caisses. Auparavant, les gens faisaient face à de nombreux obstacles sur le recours aux droits, parce qu'il y avait une forme de paternalisme social. On cherchait toujours à savoir si la personne qui veut recourir à ses droits, c'est un bon pauvre ou pas. Et bien là, non, il y a une plus grande facilité pour accéder aux droits. Et donc on voit bien que le pouvoir sur l'institution compte. Et en fait, les premières réformes en France sur la sécurité sociale, ce n'est pas des réformes pour faire des économies, c'est des réformes pour reprendre le pouvoir. Et qui va reprendre le pouvoir progressivement? C'est l'État. Il va le faire par tout un tas de réformes. Les plus connues, c'est les réformes de 1967, qui suppriment les élections à la sécurité sociale, qui réduisent la part des ouvriers dans les caisses, mais aussi des réformes en 1995, où là on a une forme de parachèvement de l'étatisation de la sécurité sociale, où donc c'est une nouvelle forme de paternalisme social, c'est-à-dire c'est un paternalisme d'expertise, où ce sont des experts et le gouvernement qui vont décider au nom de tous les autres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le budget de la sécurité sociale, il ne sera plus discuté dans la sécurité sociale, mais au Parlement. Ça veut dire qu'il va y avoir la création des ARH, des agences régionales d'hospitalisation, qui sont finalement des agences décentralisées du pouvoir du ministère. Et donc ce qui faisait l'originalité de la sécurité sociale en France, sa dimension démocratique, est complètement asphyxiée. Et alors, évidemment, ce changement dans l'ordre du pouvoir, il change tout. Parce qu'à partir du moment où les cotisants, ils n'ont plus le pouvoir, ils ne sont plus dans les caisses, et ils peuvent plus difficilement défendre certaines conceptions de la santé, de la façon dont on organise le système de santé, et ils peuvent plus difficilement résister aux attaques. Ils sont écartés. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, on est écartés. Personne, c'est en ce moment que sont en train de se discuter les lois de financement de la sécurité sociale dont on apprendra l'existence seulement en septembre. En fait, personne ne sait. Parce que tout ça, ça se fait dans des cercles d'expertise qui mettent à l'écart les citoyens. Et en fait, tout ça, ça va changer. Pourquoi? Parce qu'en reprenant le pouvoir, l'État va organiser une forme d'alliance avec le capital. C'est-à-dire que la politique publique va changer. Plutôt que d'être dans la volonté d'étendre la sécurité sociale, ce qui était le cas auparavant, il va y avoir une volonté de réduire l'espace de la sécurité sociale et de laisser de l'espace à d'autres acteurs qui sont notamment les assureurs privés à but lucratif. Donc en fait, le changement dans l'ordre du pouvoir,
il va impliquer des changements dans l'ordre économique. Alors que la sécurité sociale, elle est construite sur le principe de chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, on va changer cette doctrine. Ça va être chacun contribue, c'est plus de la cotisation, contribue selon ses moyens, quoique si on a les capacités d'éviter l'impôt, on évite l'impôt, et reçoit en fonction de son niveau de risque. Ça veut dire que la volonté d'universalisation de l'accès aux soins, elle est très rapidement abandonnée. Donc, on peut observer ça, on peut observer ce changement vraiment à deux niveaux. Le niveau du financement, ce qui se passe au niveau du financement change à partir des années 80 et ce changement dans l'ordre du pouvoir, et à partir de la production, parce que des formes de production qui étaient non pas absentes, mais qui étaient stoppées, dont le développement était stoppé par une sécurité sociale attentive à la production publique, ils vont se développer, c'est les formes capitalistes, dont la financiarisation. Alors, quelques mots sur juste le financement de la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire que ce changement de devise ? Ça veut dire déjà qu'on va changer les ressources de la sécurité sociale. Un des marqueurs du changement dans l'ordre politique, du pouvoir politique, c'est le fait que la cotisation va être peu à peu remplacée par de l'impôt. Et en fait, il va y avoir une lutte très très forte des gouvernants contre le salaire. Et contre le salaire sous toutes ses formes. La cotisation, c'est une part du salaire. Si on organise une modération salariale, ce qu'on appelle une modération salariale, eh bien, les salaires augmentent moins vite, donc les cotisations augmentent moins vite. Mais ce n'est pas tout. En plus, on va lutter contre le salaire en faisant en sorte de détourner les rémunérations de type salarial, en inventant des formes de rémunération annexes, non soumises à cotisation. On va aussi, enfin, bien sûr, organiser des déductions et des exonérations de cotisations sociales. Donc on voit, qu'est-ce que ça veut dire une exonération de cotisations sociales ? C'est l'État dit aux employeurs, dit aux capitalistes, vous ne payez pas les cotisations sociales, c'est moi qui les paye à votre place. Et donc par tous ces mécanismes, le financement de la sécurité sociale peu à peu passe d'un financement par cotisation à un financement par impôt. Ce qui légitime encore plus, évidemment, le pouvoir de l'État sur l'institution. Et ce financement par impôt, lui, il va aussi être le vecteur de la financiarisation. Aujourd'hui, quand on parle de financiarisation, on parle souvent de la financiarisation des producteurs, j'y viens ensuite, c'est-à-dire la financiarisation de l'hôpital, des laboratoires de biologie médicale, des centres de santé, mais il y a aussi une financiarisation par le financement public, par l'endettement. Et ça, on connaît aussi parce que on se rappelle de la crise de 2007, 2008 et ainsi de suite, où on se rappelle que l'État s'endette, et il s'endette où pour financer ce qu'il ne finance pas parce qu'il ne perçoit plus d'impôts, il s'endette sur les marchés financiers. La sécurité sociale, elle fait la même chose. Si on nous dit tous les jours que la sécurité sociale est dans une horrible situation financière, c'est pas du tout ce que disent les agences de notation qui, elles, aiment beaucoup la dette de la sécurité sociale, que ce soit via la COS ou la CADES. Donc on voit comment les stratégies de financement, on avait des stratégies de financement qui étaient par les cotisations, qui ont permis de financer le développement du système hospitalier, notamment en France, de façon très peu coûteuse, et changent sur des systèmes de financement qui sont beaucoup plus coûteux, le recours à l'endettement notamment. Et donc, on a donc ce passage de la cotisation à l'impôt, et parallèlement à ça, le fait que finalement, on dit maintenant, on ne va plus financer tous les soins. On va cibler la solidarité. C'est-à-dire que l'ambition d'universalité, chacun reçoit selon ses besoins, va passer à chacun reçoit selon son niveau de risque. C'est-à-dire qu'on va dire, étant donné qu'il n'y a plus assez de sous, on ne va pas payer les soins pour tout le monde. On va payer les soins pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, il va y avoir des dispositifs de ciblage. C'est pour ça qu'on parle de pilarisation, un pilier public et un pilier privé. Financement par la Sécu, public, et financement par les complémentaires privés. Et alors, cette pilarisation et ce ciblage, il se traduit comment ? Par des dispositifs qu'on connaît, le ciblage pour les gros risques, donc là où ça coûte très cher, c'est difficile à rentabiliser, c'est difficile de trouver une assurance qui accepte le marché, c'est l'hôpital. L'hôpital, les frais hospitaliers sont remboursés à plus de 90% parce que ça coûte extrêmement cher et c'est difficile à solvabiliser par l'assurance. Ça va être aussi, en termes de gros risques, les gens qui sont très malades. Et on a un dispositif qui s'appelle affection longue durée. Les affections longue durée, c'est des gens qui sont très malades, donc qui ont des choses comme des cancers, des diabètes, etc., qui ne sont pas du tout assurables par le marché et dont on dit il faut les aider. Et donc il y a ces dispositifs de solidarité spécifiques
qui remboursent plus qu'ailleurs, pas à 100%, mais plus qu'ailleurs les soins de santé de ces personnes-là. D'autres dispositifs filets de sécurité pour les plus pauvres. Ça s'appelait autrefois la CMU, c'est encore connu sous ce nom-là, couverture maladie universelle, désormais ça s'appelle couverture santé solidaire. En fait, comme on fait deux piliers, public et privé, il y a des gens qui ne peuvent pas payer une complémentaire santé. Et ceux-là, est-ce qu'on les laisse sans rien? C'est bien entendu inacceptable et c'est pour ça qu'on crée des piliers, on crée un filet de sécurité pour les plus pauvres, avec des effets de seuil qui sont catastrophiques, parce qu'en dessous du seuil, on a droit, au-dessus du seuil, on n'a plus le droit. C'est pour ça qu'il y a des dispositifs intermédiaires. On a une couverture santé solidaire qui est gratuite, donc on ne paye rien et on a accès à 100% du panier de soins, et une couverture santé solidaire qui est payante, où en fait les personnes sont un tout petit peu au-dessus du seuil, et donc elles contribuent un petit peu, mais moins que si c'était une complémentaire privée, et elles ont une couverture santé. Et alors, on voit bien qu'il y a donc ce ciblage légitime quoi? Le développement des complémentaires santé privées. Dans ces complémentaires santé privées, il y a bien sûr les mutuelles à but non lucratif, les instituts de prévoyance à but non lucratif et les assurances privées à but lucratif. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir des années 80, le marché des assurances va grossir d'année en année. Aujourd'hui, on est à peu près à 40 milliards d'euros. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Un marché très important qui est nécessaire pour couvrir tous les soins. Parce qu'en France, on a un système avec des complémentaires santé. C'est-à-dire que le même soin est financé à la fois par la Sécu et par les assurances privées. Dans d'autres pays, c'est différent, on a des systèmes de supplémentaires, c'est-à-dire que ce qui est remboursé par l'assurance publique, c'est remboursé à 100%. Si vous voulez quelque chose qui est en dehors de ce que rembourse l'assurance publique, il faut prendre une supplémentaire. Et donc, on a ce système, et c'est un système, en fait, où on sait qu'il ne marche pas du tout. Il ne marche pas du tout pour plein de raisons. D'abord parce que les filets de sécurité sont troués. C'est-à-dire que tous les dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ne fonctionnent pas très bien. Les gens qui sont ALD, donc les gens qui sont très malades, font partie des gens qui ont le plus de reste à charge. Et donc du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas remboursés complètement à 100%, sauf que même quand on paye 2 ou 3% de frais très importants de santé, c'est tout de suite des centaines, voire des milliers d'euros. Le dispositif pour les plus pauvres, c'est à peu près 30% de non-recours. Ça veut dire que 30% en France des gens qui auraient le droit au dispositif n'y recourent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il y a des obstacles administratifs, parce qu'il y a des phénomènes d'angoisse, de honte, de ne pas vouloir être aidé parce qu'on ne veut pas être une charge pour la société. Donc en fait, là aussi, c'est des millions de gens qui n'accèdent pas. En France, il y a 2,5 millions de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé, donc qui vont payer toute une partie des soins et donc ne pas accéder à ces soins. Donc d'abord, on a cet effet qui est l'effet que les complémentaires santé, en fait, elles sont complètement inefficaces, elles produisent de l'inégalité d'accès. Mais c'est pas que ça, c'est qu'en plus, on sait que les complémentaires santé, elles marchent moins bien que le public. Et donc ça aussi, on a tout un tas de données qui sont produites même par les ministères de la Santé, ça n'a pas besoin d'être un économiste critique pour le dire, montrent que les complémentaires santé, ça coûte plus cher que la Sécu. Le système de double assurance en France, il fait qu'on a un système au monde où les frais de gestion sont les plus élevés. Sauf deux mauvais élèves, les États-Unis et la Suisse. Après, il y a d'autres cas particuliers, mais pour les pays comparables, on est vraiment l'un des pays qui coûte le plus cher en frais de gouvernance. Et ces frais de gouvernance, on pourrait se dire c'est la faute à la Sécu? Pas du tout. C'est la faute aux complémentaires santé. Et la Sécu, elle rembourse à peu près 75% des dépenses de santé. Et pour ça, elle prend 7 milliards d'euros par an. Les complémentaires, pour rembourser 13%, elles prennent le même argent. Donc c'est une efficacité qui est terrible. Globalement, les frais de gestion de la Sécu, c'est 3-4%. Les complémentaires santé, ça va de 15 à 22. Donc c'est vraiment un gaspillage terrible. Et pourtant, la situation perdure. Pourquoi? Parce qu'elle bénéficie à certains, et notamment à qui? Aux mutualistes, bien entendu, mais aussi aux assureurs privés à but lucratif, qui, d'année en année, prennent des parts de marché sur les mutualistes. Parce que pendant très longtemps, l'existence des mutuelles était un argument pour ne pas aller vers le 100% Sécu, mais ce dont on se rend compte, c'est que les assureurs privés à but lucratif sont en train de prendre les parts de marché des mutuelles, et les mutuelles, pour ne pas se faire prendre les parts de marché, agissent comme des assureurs privés à but lucratif. Et donc, qui perd là-dedans?
évidemment les patients qui ne sont pas soignés par un surcroît d'inégalité, mais aussi chacun d'entre nous par une complexité administrative et marchande qu'on connaît bien. Donc là, on voit ce qui se passe sur le financement. Donc, sur le financement, ce changement dans l'ordre politique, il génère une organisation qui n'est pas efficace, sauf si on mesure l'efficacité à l'aune de la capacité du capital à bien se porter. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe du côté de la production? Eh bien, du côté de la production, à partir du moment où l'État a pris le contrôle sur la sécurité sociale, il a plus facilement été en mesure de faciliter le développement des formes capitalistes de production. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, et donc on sait, il y a cette idée que les dépenses sociales sont trop élevées en général, en santé en particulier, et donc on va limiter le déploiement du public. Comment on limite le déploiement des dépenses publiques? En limitant le nombre d'hôpitaux ou de places dans les hôpitaux, et en limitant le nombre de professionnels de santé, en particulier les médecins, avec cet enjeu du numerus clausus. Évidemment, il y a tout un tas d'autres dispositifs qui sont mis en place pour contenir l'évolution des dépenses de santé. Sauf que, parallèlement à cet objectif de limiter le développement de la production publique de soins, en fait, il va y avoir le développement des mécanismes de la production privée de soins, et en particulier de la production capitaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les cliniques, ça veut dire l'industrie pharmaceutique, bien entendu, ça veut dire aussi en médecine libérale de plus en plus, dans tout un tas de secteurs de médecine libérale. En fait, la médecine n'est plus vraiment libérale, et elle est liée au capital par le jeu de la financiarisation, mais il y a aussi d'autres secteurs qu'on connaît aussi, les EHPAD, le dentaire, etc., etc. Et alors, comment ça se déroule tout ça? En fait, c'est pas qu'à partir des années 80, il y a des acteurs capitalistes qui n'existaient pas, qui arrivent. En fait, dès 1945, il y en a, et même avant, il y en a du capitalisme dans la santé. Des cliniques, il y en a déjà depuis le privé à but lucratif, il y en a depuis le 19e siècle. Sauf que tout était fait pour contenir leur déploiement. Et même comme ça, elles représentaient, dans les années 60, un tiers du total des lits, ce qui est énorme. Sauf que ce qui se passe, c'est que plutôt que de chercher à développer le public, qui est plus égalitaire, moins coûteux, eh bien, il y a une volonté de le limiter, mais aussi de faciliter le déploiement des cliniques et des modes de production privés en général. Et comment on explique ça? On explique ça par les problèmes sur le financement, notamment. Comme les financements publics se raréfient, et que les besoins pour la production de soins, eux, ils ne se raréfient pas. Il y a besoin d'investir dans la technologie, il y a besoin d'investir dans des nouveaux bâtiments, parce que par exemple une clinique des années 80, c'est pas comme une clinique des années 60 et c'est pas comme une clinique d'aujourd'hui. L'intensité des investissements est plus importante parce que les locaux sont différents, il y a des normes qui sont plus dures, des machines qui sont plus coûteuses, et tout ça, ça nécessite des sous. Sauf que comme les budgets publics se raréfient, comment font les établissements? Eh bien, soit ils sont publics et ils s'endettent, et alors on pourrait revenir sur l'endettement, notamment via les marchés financiers des hôpitaux publics dans les années 2000, soit ils vont recourir aux marchés financiers ou aux acteurs financiers, via directement la bourse, et donc là, le développement dans les cliniques d'acteurs qui sont de plus en plus grands comme Elsan, Ramsay, etc., soit par d'autres méthodes, des fois les deux, les méthodes qui sont les méthodes de capital investissement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, les capitalistes qui arrivent, qui rachètent des cliniques et qui vont ils vont les racheter avec l'ambition de les revendre dans un délai court. Entre-temps, qu'est-ce qu'elles auront fait? Elles auront investi dedans, réorganisé pour faire des gains de productivité et vendre plus cher. Et donc, ce phénomène qui existait beaucoup à partir des années 80 dans l'ensemble de l'économie se développe surtout à partir des années 2000 dans le cas de la santé. Et donc ce qu'on observe, c'est que dans tout un tas de secteurs, j'ai parlé des cliniques, mais les laboratoires d'analyse médicale, aussi de plus en plus la radiologie, dans ces secteurs-là, de plus en plus il y a ce type d'acteurs qui viennent. Et pourquoi ils viennent? Il faut insister là-dessus. Ils viennent parce que bien sûr il y a des perspectives de rentabilité, parce que les financements publics sont stables. C'est un marché sans risque, la santé.
est bien financée. Les cliniques, elles sont remboursées à 90% par la sécurité sociale. Alors que l'hôpital public est financé à 92% par la sécurité sociale. Donc la différence entre le public et le privé, c'est le statut juridique, parce que du point de vue du financement, c'est presque la même chose. Donc c'est des investissements qui sont très stables. On sait que la sécurité sociale, elle va payer, mais en plus, qui peuvent être très rentables, parce que dans certains cas, il est possible de réaliser des gains de productivité qui sont très, 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 très importants. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, notamment dans les secteurs qui font la une ces dernières années, les laboratoires d'analyse médicale, de biologie. On l'a vu, c'était un secteur où il y avait des milliers d'entités différentes, avec des médecins libéraux différents les uns des autres, autonomes. La profession a changé et il a été possible d'acheter par un capital anonyme, qui n'est pas la propriété, qui n'est pas le fait d'un professionnel diplômé, ces sociétés d'exercice. Et donc maintenant, on a des mastodontes qui ne sont pas des professionnels libéraux. Traditionnellement, je le rappelle, c'est important, qu'est-ce qui a empêché le développement du capital dans la santé? C'est surtout l'exercice de professions réglementées. C'était vrai dans la pharmacie, parce que pendant très longtemps, dans la pharmacie, il fallait être diplômé pour faire tout un tas d'activités, sauf que ça, très rapidement, ça a été remis en cause. Mais c'est aussi vrai dans les soins médicaux, où il fallait être médecin pour pouvoir avoir une société d'exercice. Et donc, en fait, d'une certaine manière, seuls les travailleurs médecins géraient la société d'exercice. Et donc, ça empêche la forme traditionnelle du capitalisme. Vous avez un capital anonyme qui dirige une activité quelconque et qui peut en faire ce qu'elle veut. Non, il y avait cette réglementation-là. Et cette réglementation, de plus en plus, elle est détournée. Alors, elle est détournée comment? De deux façons, je m'arrête là. Elle est détournée d'abord parce que, la réglementation elle-même change sous l'impulsion de l'État, qui laisse entrer le capital dans les sociétés d'exercice libéral jusqu'à hauteur de 25%. Par la réglementation européenne, c'est ce qui s'est passé sur les laboratoires de biologie médicale. Ou bien tout simplement parce que plutôt que d'être propriétaire de la société d'exercice, le capital, il va être propriétaire de tout ce qu'il y a autour, des immeubles. Et donc, il va être propriétaire du parking, il va être propriétaire des sociétés qui sont tout autour. Et donc les médecins, eux, ils vont garder le pouvoir sur l'exercice médical proprement dit, mais tout ce qui est autour, comme dans une clinique, ce sera la propriété d'un capitaliste. Sauf qu'en fait, en faisant ça, au début, les médecins ont le pouvoir, mais très rapidement, le rapport de force change. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont moins d'autonomie. Alors, c'est pas eux qui perdent le plus, mais ils perdent quand même dans l'autonomie au travail. Et donc, la conclusion un peu de cette introduction, c'est de dire que, en fait, le déploiement du capital, la financiarisation qu'on observe aujourd'hui dans les soins de santé, elle vient de loin. Et elle vient peut-être d'abord du changement dans l'ordre du pouvoir, de la dédémocratisation du système de santé. Et que peut-être, oui, sans aucun doute, il faut plus d'argent pour le système de santé, mais il faut peut-être aussi penser à la répartition du pouvoir dans le système de santé. Qui dirige? Parce qu'aujourd'hui, plus d'argent dans le système de santé, c'est plus d'argent pour Elsan, c'est plus d'argent pour l'industrie pharmaceutique, c'est plus d'argent pour tous ces acteurs-là. Et est-ce qu'on est sûr que c'est ça qu'on veut? Bon. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Désolé d'avoir été long. Merci.